Ce soir, à partir de 20 h sur TF1, le président de la République, Emmanuel Macron, prendra la parole et répondra à des questions de différentes personnalités ainsi qu'à des questions de Français. Aujourd'hui, on va parler ensemble de ce qui se dira ou pas. Nous sommes le mardi 13 mai 2025 et aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler d'Emmanuel Macron. On va essayer de décortiquer ensemble ce qui se dira ce soir dans la grande émission de TF1 où il participera. On sait déjà qu'il y aura par exemple le youtubeur Thibaut InShape et la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui viendront poser des questions, mais aussi différentes personnalités du monde politique et du monde médiatique, et aussi des Français lambda qui viendront donc poser leurs questions auxquelles Emmanuel Macron répondra. On sait aussi que l'objectif, c'est surtout de parler des éventuels référendums que Emmanuel Macron veut organiser. Donc, on parle notamment de 2 référendums en particulier, un référendum sur la fin de vie et un référendum sur l'utilisation des écrans par les adolescents et les enfants de moins de 13 ans. Donc, on essaie ici de savoir s'il va annoncer la tenue de ces 2 référendums, sachant que le Premier ministre, François Bayrou, a déjà sollicité l'opinion de tout le monde pour savoir s'il allait organiser un référendum sur le vote du budget, sachant que le budget, normalement, c'est un texte qui se vote tous les ans. Donc, normalement, un référendum qui est censé être un moment d'union sacrée, d'union du peuple sacré, de démocratie, un grand moment, on se demande, est-ce que c'est réellement judicieux d'utiliser un référendum qui a une teinte comme ça sacrée républicaine pour un sujet tel que le budget, qui est un sujet peut-être un peu trop bas pour utiliser un référendum, alors que de base le texte du budget est voté tous les ans par l'Assemblée nationale et c'est présenté par tous les premiers ministres depuis le début de la Ve République. Donc en fait, on se demande là quelle est l'utilité de la proposition de François Bayrou. Autre chose, Emmanuel Macron donc dit qu'il veut proposer un référendum sur la question notamment de la fin de vie. Là, c'est un sujet qui est déjà bien plus important. Parce que c'est le sujet en fait de l'euthanasie et c'est un débat qui est fondamental, qui est aussi fondamental que l'avortement par exemple ou la peine de mort. C'est des questions de vie ou de mort, c'est des questions d'humanité et des questions existentielles. Donc là, c'est une question qui peut être importante, mais ceci dit, c'est une question qui est quand même lourdement contestée. Pourquoi ? Parce que ceux qui contestent le droit à notamment la sédation profonde et à l'aide à mourir, ceux qui se contestent ce droit-là, vous disent si nous choisissons d'aller vers cette solution et d'adopter la loi qui valide l'euthanasie et l'aide à mourir, si nous choisissons d'aller vers là, nous sommes une société mortifère qui ne promeut plus la vie, d'autant plus que dernièrement, nous avons des courbes qui se sont croisées de la démographie, c'est-à-dire que pour la première fois depuis peut-être un siècle, on a la courbe de la mortalité qui monte avec la courbe de la natalité qui descend et les 2 courbes se croisent. C'est-à-dire que pour la première fois depuis des dizaines d'années, maintenant, on va avoir plus de morts que de naissances ou moins de naissances que de morts. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de renouvellement de génération. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences économiques, il n'y aura plus de salariés à embaucher, c'est-à-dire moins de cotisations sociales dans les caisses de l'État. Moins de cotisations, ça veut dire aussi moins d'argent pour les retraites, des retraités, des personnes non actives. Ça veut dire aussi moins d'argent pour toutes les allocations diverses et variées. Ça veut dire moins d'argent pour les services publics, une dégradation des services publics, ça veut dire. Et notamment de l'école, de la police, de la justice, qui sont déjà dégradés à l'heure où on se parle. Donc, si vous voulez, le fait que le débat sur la fin de vie se pose aujourd'hui pour un certain nombre de gens, c'est déjà le signe qu'on est une société qui est en déclin. Si on s'en était pas aperçu avant, là, c'est vraiment le vrai signe que la tête de l'État pense à la mort. Et ça, c'est une idée qui est assez effrayante, à vrai dire. Mais il y aura aussi des gens qui seront là pour parler, notamment Sophie Binet, donc secrétaire générale de la CGT, qui sera là pour parler de la question des retraites, justement. Et donc là, on attend de savoir jusqu'à où Emmanuel Macron est prêt à aller
sur la réforme des retraites. Il faut dire que cette réforme est en pause, plus ou moins, depuis un certain nombre de mois. Et Emmanuel Macron ne prend plus de décisions politiques majeures depuis des mois, notamment depuis la dissolution qui a eu lieu en juillet dernier. Donc cette réforme des retraites qui est en pause et qui sera en fait réformée tout le temps de manière indéfinie, c'est une question qui crispe parce que de toute façon on est en train de s'apercevoir qu'il n'y aura en fait finalement jamais l'argent pour payer les retraites. Donc que cette pension de retraite et ce système de retraite en fait est voué à être réformé plus ou moins tout le temps pour reculer l'âge de la retraite plus ou moins tout le temps. Donc c'est une question qui va commencer à être fondamentale et qui peut cristalliser la violence politique. C'est une question qui peut faire sortir les gens dans la rue concrètement, d'autant plus qu'on a beaucoup d'hommes politiques qui se servent de ce que fait Emmanuel Macron pour commencer à avoir des discours de type révolutionnaire. Je pense par exemple à Juan Branco qui écrit des livres et propose d'envahir les lieux de pouvoir. Il a rédigé une forme de constitution qui pourrait servir de base de travail pour établir un nouveau régime, une nouvelle république, notamment une 6e république. Et d'ailleurs, on a un parti qui est LFI, qui est proche de Juan Branco et qui propose une 6e république. Donc, en fait, ce qu'il propose, c'est une fin de régime et le début d'un autre régime et la convocation d'une assemblée constituante. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a quand même affaire à une période pour Emmanuel Macron qui est turbulente, une période qui est aussi visiblement difficile pour François Bayrou, parce que pour qu'il en soit à dire qu'il a besoin d'un référendum pour faire voter le budget, ça veut dire que vraiment, il en est à un stade où il ne sait plus quoi faire sur cette question. Parce qu'encore une fois, je vous répète, le budget, c'est voté tous les ans à la même période. Le Premier ministre fait voter le même texte tous les ans à la même période. Depuis 1958, voire avant. Et je dis 1958 parce que c'est la Constitution. Donc, c'est que là, vraiment, François Bayrou, il est dans une situation où il sait que s'il n'arrive pas à enjamber la question du budget, il peut avoir une censure et tomber à cause de l'opposition qui se serait opposée au budget, parce que la dernière fois, on sait que le Premier ministre Michel Barnier est tombé sur la question du budget en décembre dernier. Donc, voilà, on est dans une situation politique extrêmement compliquée. On a voté quand même un budget 2025 en retard. On l'a voté en janvier ou en février, me semble-t-il. Pour moi, la situation devient de plus en plus compliquée, d'autant plus qu'on a aussi en arrière-fond la politique internationale et la géopolitique, avec toutes ces questions qui ont attrait à l'Ukraine. Avec une diplomatie européenne comme ça qui a beaucoup de mal à fonctionner. On voit que en ce moment, Emmanuel Macron veut être force de proposition pour proposer la participation de l'Europe aux négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. On voit que ça fonctionne pas. On voit qu'il y a une période où c'était Donald Trump qui avait le lead et où les Européens étaient en dehors des négociations. On voit aujourd'hui que les Européens sont en train de revenir parce que Trump a un peu laissé la place. Mais en fait, ce que font les Européens ne marche pas. Ils ont invité Vladimir Poutine à venir jeudi prochain négocier avec Zelensky en Turquie, à Istanbul. Mais à ce stade, au moment où j'enregistre, Vladimir Poutine n'a pas encore répondu. Donc on va voir, est-ce qu'il y aura vraiment cette rencontre entre Poutine et Zelensky à Istanbul? Est-ce qu'elle pourra se faire le jeudi qui arrive dans 2 jours? Ça, c'est une question très importante que Emmanuel Macron n'abordera probablement pas, ou peut-être qu'il le fera, mais de manière très superficielle, parce qu'au fond, il ne peut pas avouer clairement que la diplomatie française est en déclin. Il y a aussi la problématique avec Israël, le conflit israélo-palestinien, puisque on sait aujourd'hui que Emmanuel Macron est du côté de Benyamin Netanyahou, que Benyamin Netanyahou fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la CPI, la Cour pénale internationale, et Emmanuel Macron a dit qu'il n'appliquerait jamais ce mandat d'arrêt de la CPI. C'est-à-dire que si Benyamin Netanyahou passe dans les mers françaises, dans l'espace aérien français ou sur le sol français, Emmanuel Macron décidera de ne pas l'arrêter au nom du mandat de la CPI. Et c'est d'ailleurs
ce qui s'est passé. Benjamin Netanyahou est passé 2 fois dans l'espace aérien français en avion pour aller ailleurs. Et les 2 fois, Macron a refusé d'arrêter Benjamin Netanyahou. Déjà, premièrement. Ensuite, il y a aussi la question africaine et la question globalement aussi des pays arabes et pas seulement d'Israël. C'est-à-dire qu'avant, la France avait une politique arabe qui était digne de ce nom, qui permettait d'avoir de bonnes relations avec les pays arabes. Aujourd'hui, ces relations se sont dégradées parce que Macron est allé du côté de Benjamin Netanyahou, donc la relation s'est un peu dégradée avec les pays arabes. Ceci étant dit, Emmanuel Macron est en train d'essayer de rattraper le coup en invitant le président syrien par intérim, Abou Mohamed al-Jolani, donc qui s'appelle Ahmed al-Shara dans la vraie vie. Et on va voir quelle sera la politique d'Emmanuel Macron, mais est-ce que ça va donner quelque chose qui va réellement déboucher sur des relations qui vont vraiment aboutir à une vraie avancée? On va voir, et même économique et politique, on va voir. Est-ce que ça va aider la Syrie à avancer politiquement et économiquement? Il faut voir comment ça se passe. Et sur la politique africaine, on va avoir des relations diplomatiques en ce moment avec les Africains qui sont très mauvaises, parce que les Africains sont dans une période de revendication de souveraineté qui fait que les Africains aujourd'hui commencent à chasser la France de l'Afrique. En l'occurrence, les Africains chassent les Français pour mettre les Chinois et les Russes, mais c'est une autre question. Moi, je pense que c'est pas forcément une bonne idée, mais on va dire que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Macron avait une occasion en or de renouveler les relations franco-africaines en proposant des nouvelles relations plus égalitaires, ou avec des systèmes où on pourrait payer les employés locaux beaucoup plus cher, payer les choses au bon prix pour rétablir une forme d'égalité. Il pouvait aussi prendre une décision sur le franc CFA, de cesser le franc CFA. Il n'a pas pris ces décisions-là et les relations avec l'Afrique se sont lourdement dégradées sous son mandat, et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait une occasion historique à prendre ici, d'être le président qui a renouvelé les relations avec les anciennes puissances colonisées. Voilà globalement tous les sujets, mais aussi je pense que sur la politique intérieure, il y a aussi la question de la dette, il y a la question de sa vie privée qui pose problème et sur lesquelles tout le monde se pose des questions. Il y a les questions des dossiers qui traînent, c'est-à-dire il a vendu Alstom, il a vendu des tas d'entreprises aux Américains. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qu'on peut lui reprocher dans la gestion du pays, et son mépris des classes populaires, le fait qu'il est le président des riches. Voilà, il y a tout un tas de choses. Peut-être l'affaire qui concerne le cabinet de Tiffaine Ozière, puisque Tiffaine Ozière est avocate, et il y a eu une affaire d'évasion fiscale. Il y a eu une affaire d'évasion fiscale, et peut-être on peut lui demander de s'exprimer sur cette affaire-là. Voilà, il y a des tas de choses, des tas de sujets sur lesquels normalement on devrait l'interroger et sur lesquels ce ne sera pas fait probablement. Voilà. C'est la fin de cette édito. J'espère qu'il vous aura permis de vous informer et de réfléchir. Et je vous dis à bientôt dans un prochain édito. Salut!